Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Rachida Brakni, réalisatrice et comédienne engagée, qui pour son premier livre Kadour, paru chez Stock, rend un vibrant hommage à son père en cherchant à déchiffrer ses silences. Qui était Kadour Brakni ? Enfant très pauvre né à Tipaza, exilé à Marseille et devenu chauffeur routier à 18 ans. Quel a été le destin de cet homme au corps cabossé, à l'identité amputée, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui a tout de même transmis à sa fille son amour des langues et de la liberté ? Combien d'êtres déracinés se reconnaissent en lui ? Le mot déraciné, oui, c'est un mot qui me parle et à plus d'un titre, puisque d'ailleurs j'ai beaucoup utilisé cette métaphore dans Kadour sur la bouture de ce figuier qu'il avait rapporté dans ses bagages de Tipaza et qu'il avait planté dans son jardin et qu'il s'amusait à planter un peu partout, d'ailleurs au gré de mes déménagements, mais aussi pour les voisins, les amis. Et cet arbre qui plantait un peu partout prenait très vite racine et se déployait très rapidement et donnait de très très belles figues, goûteuses. Souvent je me suis dit, c'est fou comme cet arbre s'est beaucoup mieux acclimaté à une nouvelle terre que lui finalement. Et donc oui, ce mot déraciné, je pense que c'est un mot qui caractérise quand même malgré tout bien mon père et qui a tenté à travers ce figuier, d'une certaine manière, enfin moi j'y ai toujours vu comme un symbole, le symbole d'un homme qui cherchait lui aussi à prendre racine quelque part. Première intention, entremêler les souvenirs au temps présent. Quand j'ai commencé l'écriture de Kadour, avec cette première phrase « 15 août 2020, ce n'est pas un jour pour mourir », cette phrase, elle a déterminé vraiment la structure du roman, c'est-à-dire que j'ai su tout de suite que il allait se composer de 5 jours, en commençant par l'annonce de sa mort, jusqu'à son enterrement à Tipaza. Et je savais qu'à l'intérieur de ces 5 jours, j'allais pouvoir faire des échappées. Et c'est là où le travail de construction a été le plus intéressant, dans le sens où, évidemment, ça coulait de source que ces 5 jours, c'était imposé comme une évidence. Mais ensuite, comment tricoter ces va-et-vient entre le présent, ce qui se passe dans cette maison, à Morangis, avec cet inconnu. Est-ce que son corps va pouvoir repartir ? Et les moments où je m'extrais de cette cellule familiale pour convoquer les souvenirs. Deuxième intention, investir un champ littéraire non exploré. Il était évident que faire le portrait de mon père, c'était faire le portrait d'une génération d'hommes qui avaient quitté un pays, quelles qu'en soient les raisons, et ces hommes qui sont un peu prisonniers d'un récit collectif et qui se réduit à peau de chagrin, parfois juste à des statistiques, ou qui n'appartiennent qu'au champ sociologique qu'on appelle communément les travailleurs immigrés, sans leur donner aucune aspérité, aucune chair. C'est pas quelque chose qui était conscient au départ, mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du récit que finalement le portrait de mon père, c'était le portrait de toute une génération d'hommes et à la fois, c'était retranscrire sa singularité à lui. Alors évidemment que il y allait avoir un écho et il y aurait un écho et je pense que je l'ai délibérément malgré tout recherché cet écho pour raconter l'histoire de ces hommes. Mais il était important pour moi de lui donner ses particularités. Il y a tout un passage par exemple dans le livre où je parle du fait que je parle de sa passion pour John McEnroe ou des plats qu'il cuisinait. J'avais besoin de sortir de cet anonymat, donner à lui un visage, mais aussi pour permettre de donner un visage à chacun de ces hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle qu'ait été leur vie ou leur parcours, peu importe, parce qu'il y a évidemment une dimension universelle, mais c'est important aujourd'hui, je pense que ces récits investissent aussi un champ littéraire.
qui jusqu'à présent n'appartiennent qu'à un champ sociologique ou à des chiffres, qui sont quelque chose, qui pour moi s'apparente plus à quelque chose d'informe, une masse compacte, à qui on refuse de dénier la moindre singularité. Donc c'était aussi là, encore une fois, un va-et-vient, comme un zoom, vous savez, en caméra, c'est-à-dire on dézoome pour raconter l'histoire de ces hommes finalement qui trouvent écho chez tant d'autres, et à la fois zoomer pour parler de ses particularités à lui, et uniquement à lui et à personne d'autre. Comme si je ne voulais pas qu'on lui enlève cette humanité-là, qui pour moi se nicherait dans le détail et dans le fait que, Kadour n'est pas Antonio et n'est pas Abdoulaye. Et à la fois, il est Antonio et il est Abdoulaye. Je crois que mon père, comme beaucoup d'hommes de cette génération, et même peut-être un peu la suivante d'ailleurs, sont des hommes qui repartent tous les pieds devant. Ce rêve de retourner vivre sur sa terre natale, ils l'ont caressé toute leur vie, sauf que ils ont troqué le mot de définitif par provisoire, parce que l'histoire de leur pays d'origine a continué de s'écrire sans eux. Encore une fois, cette zone grise où on n'est pas d'ici, en tout cas on n'est pas de France, parce que de toute façon, tout concourt à vous rappeler que vous n'êtes pas chez vous. Et à la fois là-bas, vous n'êtes plus non plus chez vous. Typiquement là où la littérature entre en compte, c'est que je suppute que entre le pire et le moindre mal, il a choisi le moindre mal, comme beaucoup d'hommes, et peut-être que d'une certaine manière d'avoir travaillé toute sa vie en France, d'y avoir laissé sa santé, de s'être brisé le corps, c'était comme un pied de nez. C'est vous avez suffisamment cassé la croûte sur mon dos, moi qu'on accusait de voler le travail aux Français, aux vrais, je repars avec mes os, je repars avec mes restes, et dans le même temps, c'est pas une déclaration d'amour à son pays d'origine. C'est pour ça que je parle du pire et du moindre mal. Mais c'est tellement symptomatique de tant d'hommes de cette génération que je me l'explique pas. En revanche, il y a une chose que je m'explique, que je constate, c'est que c'est quelque chose qui est propre aux hommes, contrairement aux femmes. Les femmes ont très vite compris qu'elles ne retourneraient plus jamais vivre en Algérie parce que leurs enfants sont ici, leurs petits-enfants sont ici, mais il y a une espèce de fierté chez mon père, qui est peut-être aussi de l'ordre de la fierté chez tous ces hommes. Et puis peut-être aussi c'est boucler une boucle, je sais pas comment dire, mais quelque chose qui est de je vais finir de clôturer cette boucle. Je suis venue à la terre, au monde, dans un territoire bien donné, et je vais retourner à cette même terre, mais ça, on le retrouve chez tant d'hommes, et ça concerne pas uniquement les pays étrangers, c'est que un Breton ou un Marseillais ou je ne sais quoi a aussi envie de retourner à la terre de ses aïeux, de ses ancêtres pour se dissoudre et puis pour faire corps avec la terre qu'il a vu naître. Donc est-ce que c'est pas quelque chose de naturellement humain? Je sais pas. En tout cas, en ce qui concerne mon père, je pense que c'est à la fois tout ça qui se mêle, et pour sa part, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être intellectualisé, mais comme tout rapport à la mort, de toute façon, ça fait tellement partie de quelque chose qui est presque une peur primaire, un instinct comme ça primaire qui vous précède et qui vous échappe, et c'est comme ça, et il ne peut pas en être autrement malgré l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. Et encore une fois, j'ai eu beau lui dire finalement que les morts c'est pour les vivants aussi, et que je pourrais moins lui rendre visite que s'il était enterré en France, mais peut-être qu'il avait compris aussi que notre dialogue pouvait aussi s'écrire différemment que autour d'une pierre tombale. Troisième intention, interroger la mémoire personnelle et historique. Dans un premier temps, j'ai fait appel à tous les souvenirs que j'avais, évidemment avec beaucoup de points de suspension, donc il a fallu à un moment donné que je remplisse un peu
ces points de suspension, que j'émette des hypothèses. Par exemple, il y a une chose qui m'a marquée sur cette histoire de nationalité française que mon père a toujours refusé de prendre. Il me répondait « ça sert à quoi ? J'aurai toujours ma tête d'arabe ». Et je raconte dans le livre que j'essayais malgré tout de lui faire changer d'avis et que je revenais sans cesse à la charge avec toute une suite d'arguments qui pourraient peut-être le faire pencher en ma faveur. Pas du tout. Bref, je continue le récit. Le livre se termine. J'ai les premières épreuves. Ensuite, je découvre ce terme que je ne connaissais pas, les tierces, juste avant d'entrer en fabrication. Et quelques jours avant la fabrication, je me lève un matin et je repense un peu à tout ça. Et tout d'un coup, mais comme, je sais pas, c'est très étrange, une image apparaît d'une scène avec mon père. Et cette image, c'est le 17 octobre 61, où mon père m'avait dit qu'il avait manifesté ce jour-là. Évidemment, il ne me l'a pas dit de lui-même. Je ne sais plus comment ça s'est trouvé dans la conversation, mais il a fini par me livrer cette information. Et j'ai tenté de l'interroger là-dessus. Il n'a rien voulu me dire d'autre que j'étais présent lors de cette marche pacifique. Je me dis, mais j'ai rêvé cette scène ou pas ? J'appelle immédiatement ma mère. Et je lui dis, mais maman, papa, le 17 octobre, elle me dit, oui, il avait fait partie de ces milliers d'Algériens qui avaient défilé à Paris. Et je me suis dit, mais tiens, c'est fou. Déjà, c'est fou parce que le cerveau est un muscle qui a besoin d'être réactivé. Et encore aujourd'hui, le livre est terminé, mais il y a d'autres choses qui me viennent. Mais typiquement par rapport à cette scène fondatrice qui est, je ne peux pas prendre ma nationalité française. En fait, j'ai eu la réponse après avoir écrit le livre, et à tel point que j'ai appelé mon éditrice en lui disant « Émilie, je t'en supplie, j'espère qu'il n'est pas trop tard, il faut que je rajoute ça ». Parce que quelque chose m'est revenu, et c'est une information capitale, parce que c'est lors de cette nuit sanglante que pour mon père, cette décision a été vraiment fondatrice de son refus. Donc il y a des choses que j'ai, parfois que je supputais, parce que je n'avais pas les informations adéquates. D'autres fois, j'ai interrogé ma mère, j'ai interrogé également mon frère, ma sœur, et puis pour le reste, d'ailleurs c'est aussi très présent dans le livre, c'est souvent la littérature qui m'a permis d'en apprendre aussi un peu plus sur mon père. Quand je découvre par exemple l'Établi de Robert Linhart, et que je découvre en effet que les immigrés n'ont pas le même salaire suivant le pays dont ils sont originaires. Et je m'en offusque, j'en parle à mon père, et lui me répond le plus naturellement du monde, oui, évidemment, c'est comme ça, quand tu es arabe ou noir, tu touches moins bien qu'un portugais ou un espagnol, et le portugais ou l'espagnol ou l'italien, il touche encore moins bien que le français. Donc la littérature a permis aussi d'en apprendre aussi sur un peu plus sur mon père. Après, c'est une espèce de cuisine interne où vous faites avec les ingrédients dont vous disposez, vous ne pouvez pas suivre une recette à la lettre, et il a fallu que je compose avec tout ça. Mais en tout cas, ce 17 octobre 61, ça a été pour moi, mais vraiment pas une épiphanie, mais il y a quelque chose qui, comme si je n'avais pas voulu le voir parce que c'était trop douloureux, et malgré tout, il y a eu cette résurgence parce que il y a quelque chose qui devait quand même rejaillir et ressortir, et qui devait être présent dans ce livre. Quatrième intention, faire des mots une armure contre l'injustice. Tous ceux qui ont fait l'expérience de vivre dans un pays étranger dont ils ne maîtrisent pas la langue, à quel point, déjà pour un natif, à quel point l'administration et les démarches administratives, à quel point c'est compliqué. Si on a un tant soit peu de curiosité ou d'empathie, je sais pas comment on pourra appeler ça, on peut très bien imaginer à quel point c'est difficile. Et chaque papier qu'on obtient,
c'est un précieux sésame. Enfin, c'est quelque chose qui a une valeur considérable. Enfin, moi, j'ai toujours dit chez mes parents, les papiers, déjà, c'était le seul sujet de discorde entre mes parents. C'est, je sais pas, moi, une facture, une feuille de soins pas bien remplie, enfin, peu importe. C'était le principal sujet de discorde de mes parents. Et mes parents gardaient, mais absolument tout. C'est-à-dire même la garantie d'un frigo qui n'est plus sous garantie depuis 15 ans, on le garde, on ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'on pourrait nous demander demain. Et quand je taquinais mes parents sur cette question-là, c'était « tu sais pas, toi, tu sais pas ». Et si, je savais déjà d'une part parce que je les accompagnais dans leur démarche administrative, donc je savais à quel point c'était compliqué. Et je pense que c'est de là qu'est vraiment né mon désir déjà et ma force, ma détermination à étudier, à être, c'est peut-être pas un hasard si je rêvais d'être, sans faire de la psychanalyse de comptoir, mais si je rêvais d'être avocate plus jeune, c'était avant tout et pour tout être leur avocate et pouvoir représenter d'une certaine manière la justice si je pouvais sentir à leur égard une injustice. Et évidemment que quand je caressais le rêve d'être avocate, c'était mes plaidoiries seront aussi incroyables que celles de Gisèle Halimi ou de Robert Badinter. Donc les livres, les mots, évidemment, il fallait que je dévore tout ce qui me tombe sous la main et qu'il fallait que j'ai une espèce de colonne vertébrale très solide et les mots allaient être, une armure et aussi une arme que je pourrais brandir en cas d'injustice faite à mes parents. 5e intention, naître au monde par l'écriture. Ce livre a changé quelque chose de primordial et qui est presque... ça va paraître pompeux, ce que je vais dire, mais c'est presque de l'ordre d'une naissance, même pas d'une renaissance, d'une naissance tout simplement. C'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose seule. En fait, j'ai pris conscience, après avoir terminé le livre, que ça fait 25 ans que je suis comédienne, j'ai mis en scène, j'ai réalisé un film, j'ai fait de la musique. Mais dans tout ce que j'ai entrepris, c'était toujours un travail collectif. Déjà, quand on est comédien, on est au service des autres. Et avec la musique, avec Gaëtan Roussel, sur Les 10 Sœurs, j'étais pas toute seule. Il composait la musique, donc on était vraiment à quatre mains. Et pour la première fois, je me suis confrontée à quelque chose qui est vraiment ce qu'on appelle communément la page blanche. Et vous êtes seul face à votre désir, seul face à vos questionnements, face à vos angoisses, face à une immensité. Et vous ne savez pas très bien comment, au départ, comment embrasser la chose. Et puis, ça se fait bon an, mal an, assez simplement, parce que vous avez fait sauter quelque chose qui était de l'ordre de la peur ou de l'illégitimité. Et Cadour, c'est peut-être, ça peut paraître bête à dire, mais c'est peut-être la chose dont je suis le plus fière, parce que je l'ai accompli encore une fois seule. Et quand je vois déjà dans le travail d'écriture le bonheur que ça m'apporte, où je ne suis plus tributaire du désir de l'autre, je ne suis qu'à l'écoute de mon propre désir. Et ça, c'est quand même pour moi la plus grande des libertés, parce que l'écriture, on a besoin de personne, quoi. On peut écrire n'importe où, on a juste besoin d'une feuille et d'un stylo et puis à se laisser porter, même si parfois on se laisse pas porter, mais peu importe, c'est pas grave. Donc ce que ça a changé, c'est que ça, forcément tout ça me donne une force et me réjouit, parce que je me dis, mais là, j'ai une immensité, un territoire, mais incommensurable qui s'offre à moi, et ça va être un terrain de jeu extraordinaire. Et puis, tout à l'heure, je parlais d'Annie Ernaux par rapport à la place. Peut-être que si je n'avais pas découvert ce livre-là, à l'âge de 23 ans, mais peut-être que je n'aurais jamais trouvé la force d'écrire Cadour. Et puis aussi par rapport à l'époque,
au champ littéraire, comment on investit un champ littéraire quand un récit est prisonnier d'un champ historique ou sociologique, peut-être que ça n'aurait pas eu sa place ou ça ne rencontrerait peut-être pas l'écho que ça peut rencontrer aujourd'hui. Depuis la sortie du livre, alors j'étais très très anxieuse, j'ai pas beaucoup dormi d'ailleurs les jours qui ont précédé la sortie du livre, tant j'étais très nerveuse. Et très vite, j'ai reçu et je continue de recevoir des messages auxquels je réponds systématiquement, qui me touchent et qui me bouleversent. Je suis émerveillée et bouleversée, mais vraiment bouleversée de tous ces témoignages de personnes qui se reconnaissent, qui reconnaissent leur papa dans la figure de Kadour, et quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, ça va de je suis une petite fille ou une fille de réfugiés espagnols à mon papa était portugais, ou des Italiens, ou des Marocains, ou même... Je pense à une femme qui m'écrit, qui est une fille d'agriculteur originaire du Massif central, et elle se reconnaît et elle reconnaît également la figure de son père. Donc ça me touche et ça me bouleverse parce que je me dis que ça touche à l'universalité, quelle que soit l'histoire de Kadour, quelle que soit mon histoire, quelle que soit nos trajectoires. Finalement, c'est des vies qui sont faite de silence, de labeur, de non-dit, de résilience, et toutes ces choses qu'on ne veut pas transmettre à ses enfants pour ne pas les appesantir. Et puis cette pudeur aussi, ça brasse tellement de sujets, et ça, très sincèrement, je ne l'avais pas soupçonné, ça m'a un peu échappé, mais je vois bien que dans les messages que je reçois, c'est toujours à des endroits différents. C'est pas juste à un endroit. Alors évidemment, il y a l'exil, il peut y avoir l'Algérie, mais il va y avoir le rapport au mot, à la langue, ou sinon la pudeur, ou sinon le silence. Enfin, ça brasse tellement de sujets différents que ça me touche et ça me bouleverse. Et il y a une autre chose qui m'a bouleversée. Alors, parce qu'elle a une saveur particulière, évidemment, c'est que j'ai reçu une lettre absolument magnifique d'Annie Ernaux, qui a lu Kadour. Et voilà, je dirais pas ce qu'elle m'écrit, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée, beaucoup émue, parce que j'avais l'impression que cette femme que je ne connais pas, qui m'a, sans le savoir, donner le goût de l'écriture en faisant le portrait de mon père, qu'elle ait rencontré mon père à travers ce livre, et toutes les choses qu'elle a pu m'en dire me donnent encore plus l'envie de continuer. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.